j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Bienvenue sur Tank, le podcast de Miss Hiromi. Ici, nous parlons de tout, de musique, d'actualité, de politique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de notre épisode, pour la suite des histoires du Gabon. Le deuxième épisode nous parlait de Liomba, le premier président du Gabon, le père de l'indépendance. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième président du Gabon qui a fait 40 ans de règne, Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba arrive au pouvoir en 1967 grâce à la France qui a vraiment œuvré pour que ça puisse arriver. Il arrive au pouvoir à l'âge de 32 ans, ce qui est très jeune pour l'époque, et même aujourd'hui c'est toujours jeune. Il faut comprendre que l'arrivée d'Omar Bongo au pouvoir a été vraiment calculée. C'était calculé pourquoi ? Parce qu'en 1967, il y a deux événements. Il y a la création de Elf Gabon et il y a la guerre du diaphragme. Je vais prendre une parenthèse pour parler de la guerre du diaphragme. Pourquoi ? La guerre du diaphragme, c'est une guerre qui s'est passée au Nigeria où un colonel, excusez-moi, je n'ai pas son nom, va décider de diviser en fait le pays en deux. Et la partie qui va diviser, c'est la partie là où on exploitait le pétrole. Là où il y avait les gisements de pétrole. Ce qui va créer une guerre assez sanglante. Ça a duré pendant un bon moment. Il y a eu des interventions des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. La France a intervenu pourquoi ? Internel insatisfait, elle s'est dit que s'ils arrivent à aider le diaphragme, automatiquement ils pourront exploiter le pétrole qui est dans cette zone. Donc ils vont créer ELF en 1967, déjà dans ce but. Et en 1968, ils vont créer Elf Gabon quand on va découvrir qu'il y a aussi du pétrole au Gabon. Je prends cette parenthèse pour parler de la guerre du diaphragme parce que c'est quelque chose qui a fait en sorte qu'il puisse y avoir beaucoup d'immigrés nigériens au Gabon. Omar Bongo s'est mis à gérer un problème, excusez-moi, qui ne nous regardait absolument pas. Juste parce qu'il était à la botte de la France, on se retrouvait dans un problème qui ne nous concernait pas. On aurait pu se faire bombarder, on aurait pu vraiment être, comment on va dire ça, des balles perdues en fait. On aurait pu prendre des balles perdues de ce combat, mais gloire à Dieu, gloire à Zambé Kana, il ne rien est arrivé. Mais je voulais juste prendre cette parenthèse là pour parler de ça. Donc en 1968, on crée Elf Gabon. Elf Gabon qui va exploiter le pétrole du Gabon et tout. Mais il faut retenir quelque chose, c'est que la France n'a pas de pétrole. Donc c'est forcément dans ces colonies qu'elle puise. Et c'est pour ça qu'à la fin vers la fin de vie de Omar Bongo, ils ont vraiment insisté à ce que Omar Bongo vienne au pouvoir. Parce que Omar Bongo était, excusez-moi, un béni oui à une certaine période. Donc, ils avaient besoin d'une personne qui puisse vraiment rester un bon moment pour pouvoir leur permettre d'exploiter le pétrole à leur guise. Mais 1968, 1969, c'est les beaux jours, c'est le boom pétrolier, il y a des infrastructures qui sont construites, mais toute bonne chose a une fin. En 1970, les problèmes commencent. Avec les premières rébellions des Gabonais qui se rendent compte que le pays est riche, mais on ne bénéficie de rien. C'est là où les premières répressions assez sanglantes ont commencé à avoir lieu. C'est dans cette même période que nous avons perdu un martyr, Martine Moulabou, une jeune enseignante qui malheureusement a eu à prendre une balle. Comme ça en fait, elle tente de manifester les droits des enseignants et le droit aussi des élèves parce que ça devenait vraiment
compliqué de s'en sortir à cette période au Gabon, vu que c'est assez perturbant de savoir que ton pays exploite du pétrole de haute qualité, mais tu ne vois que le président et la famille du président qui s'enrichit. Forcément, ça crée des frustrations. Forcément. Et il faut aussi retenir que Omar Bongo étant vraiment on va dire, l'un des représentants de la France-Afrique, il va se faire entourer d'une bande vraiment, excusez-moi du terme, mais de racailles. On a dans cette bande Robier Bourgier, Guy Pensée, et on a aussi Maurice Deloré, Maurice Deloré qui, excusez-moi de béguin, Maurice Deloré qui a vraiment montré son dévouement à la France lors du massacre des Bamileke en pays camerounais. C'était vraiment une période assez sombre pour le Cameroun parce que cette personne a commis des crimes de masse et il n'a jamais été emmené devant la justice, ce qui est quand même assez grave. Et j'aimerais faire cette petite parenthèse pour juste donner une information bonus. Toutes les exécutions, Seigneur, j'arrive pas à dire le mot. Bref, toutes les morts brutales ont eu lieu lors du règne d'Omar Bongo. Des gens comme Gervais Mba, qui se sont fait assassiner de manière très bizarre. Monsieur Redjambe, qui est décédé d'une manière aussi très suspecte. Et ce décès-là va vraiment emmener des révoltes assez importantes dans le pays, et surtout à Port-Gentil, parce que c'était un ressortissant de Port-Gentil. Mais bref, arrivé dans les années 1980, il commence à avoir vraiment un problème. Parce que n'oublions pas que Omar Bongo étant l'ami très proche de la France, le fait qu'ils puissent confisquer le pouvoir ne leur dérangeait absolument pas. Absolument pas. Il a passé des années sans pouvoir partager le pouvoir, vu qu'il n'y avait pas de parti politique, aucun parti politique était autorisé. C'est comme ça que dans les années 1990, avec tout ce qui se passait, avec des noms importants comme Pierre Mamboudou qui ne cessait pas de sonner l'alerte, de faire comprendre aux gens que les Gabonais sont en train de souffrir, ils se font piller. Et Omar Bongo ne veut pas entendre parler de parti politique autre que le PDG. C'est comme ça que en 1973, il y a eu des élections. Et lors de ces élections, avant d'abord ces élections, excusez-moi, il y a eu des assises qui ont permis de pouvoir créer d'autres partis politiques. Mais c'était vraiment pas facile de faire comprendre ça à Omar Bongo. Mais finalement, ils ont réussi à le faire comprendre ça. C'est comme ça qu'en 1993, il y a des élections. Et lors de ces élections, on a le père Paul Mba Abesolo contre Omar Bongo. Je ne sais pas s'il faut dire on a été surpris ou je ne sais même pas c'est quoi le terme qu'il faut utiliser, mais malheureusement, Omar Bongo va gagner les élections. Mais en même temps aussi, on dit que Paul Mba Abesolo a gagné les élections, ce qui va créer un litige. Paul Mba Abesolo va partir en France pour essayer d'emmener l'affaire à la cour pour qu'il puisse avoir en fait, soit on refait des élections, soit en fait, c'est lui qui a gagné en fait. C'était vraiment l'une des élections, en tout cas l'élection 1993 a été l'une des élections les plus mouvementées au Gabon. C'est comme ça que Omar Bongo va rester au pouvoir. Mais il va faire en sorte que Paul Mba Abesolo devienne maire de Libreville. J'aimerais faire une petite parenthèse sur Paul Mba Abesolo.
Pourquoi? Parce que je trouve que il aurait pu mieux gérer la situation. Dans le sens où tu avais il avait le machin là. Il avait le peuple derrière lui. Mais il a préféré se tourner vers la France qui, franchement, entre un Omar Bongo qui leur garantit qu'ils pourront exploiter des minerais, du pétrole, en tout cas tout ce qu'ils veulent sans être contrôlé. Et un Paul Mbabé, celui qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il pourra faire, on n'a aucune garantie. Franchement, c'est normal qu'ils ont pu choisir Omar Bongo. Et c'est comme ça qu'il est resté au pouvoir jusqu'encore 2009, là où il est décédé. Je préfère parler d'Omar Bongo dans les grandes lignes parce que s'il faut rentrer dans les détails de tout ce qu'il a eu à faire, ce sera vraiment très long. J'aimerais maintenant donner mon avis. Il faut comprendre un truc. La politique, c'est pas un monde de bisounours, c'est pas un monde de joie. Ça, on le sait. Mais si un président, il fait la guerre ailleurs, mais que son peuple est dans le confort, franchement, c'est pas que rien à foutre de la vie des autres personnes, mais juste, ça fait en sorte que le peuple ne puisse pas se révolter. Ça fait en sorte que le peuple puisse se dire que bon, même si ce n'est pas un enfant de cœur, au moins il nous met à l'aise. Mais dès lors que tu ne mets pas à l'aise ta population, c'est toi et toi seul et ta famille. Vous passez votre temps à vous enrichir et quelques personnes qui ont la chance de pouvoir vous côtoyer et de pouvoir aussi profiter de la gabegie financière qu'il y avait à cette époque. Franchement, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a eu à construire un trans. Mais le trans là part juste de Libreville jusqu'à notre province et c'était fait de manière stratégique parce que l'exploitation de manganèse se fait de manière... Je ne sais même pas si c'est contrôlé. Je ne sais vraiment pas si c'est contrôlé. Parce que il y a comme une fois j'ai suivi un reportage, on voit juste en fait des tonnes et des tonnes de manganèse qui sortent, qu'on met dans des wagons et puis ça part juste, on ne sait même pas c'est quelle quantité, on ne connaît pas ce que le manganèse à quel niveau de tenue, on ne connaît rien. Ça sort juste de nos mines et puis ça part ailleurs. Récemment, j'ai même vu un autre truc qui m'a choqué. Genre, ça sortait directement d'une mine et puis il y avait un camion qui était, un bateau qui attendait. En fait, c'est-à-dire que c'est même pas contrôlé. On connaît même pas la quantité de manganèse qui sort de nos mines. C'est déjà très dangereux. On va dire qu'il a créé l'université de Masuku, Omar Bongo, mais c'est dans quel état à l'heure d'aujourd'hui? Et même quand il a créé, même avant qu'il ne meure, il avait déjà des problèmes d'insalubrité, de grève. De nous dire en fait, même s'il faut dire que oui, Omar Bongo, il a fait, c'est vraiment lui, non. Il faut être réaliste. C'est quelqu'un, il a enrichi sa famille à un point là où eux, dans leur tête, ils sont pétés. Ils n'ont rien à prouver à personne. Ils peuvent prendre les Gabonais comme ils le veulent. Ils peuvent arracher des terrains comme ils le veulent. Parce que n'oublions pas qu'il y a une période là où, comment elle s'appelle? Parce que Sabani était sa première dame. Et quand elle a fini son mandat, elle n'a pas fini son mandat. Ils se sont séparés, chacun parti de son côté. Mais la dame, vu qu'elle avait déjà un certain poids, il y a des histoires qui ressortent que la dame a commencé à voler des terrains. Et étant l'ancienne première dame, qui va parler? Même quand tu pars te plaindre, c'est les mêmes gendarmes qui sont censés être de ton côté, qui te disent que non, il faut calmer le jeu, non, regardez, on va vous délocaliser, on va vous dédommager. Mais c'est pas normal. Il y a eu un laisser-aller à partir d'une certaine période. C'était trop en fait. Les Gabonais, je comprends les Gabonais qui ont eu à se révolter parce qu'à un moment donné, quand toi-même tu analyses, tu sens que mais il y a de l'argent de mon pays, mais comment ça se fait qu'il n'y a qu'un petit bloc de personnes qui en profitent? Ça, déjà, c'est pas normal. Ensuite, on a Elf. Elf, franchement, eux après, ils ont eu leur scandale de fraude fiscale et compagnie. Ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que Elf Gabon a exploité le pétrole dans certaines zones. Plus précisément, Sotekama, Gamba. Aujourd'hui, si vous partez dans cette zone, il n'y a absolument rien. Quand je dis il y a absolument rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas construit. Parce que normalement, quand une société vient, il y a des projets qui viennent avec. Ils viennent avec des projets. Donc, construction des écoles, construction des hôpitaux, des trucs comme ça en fait.
mais ils ont absolument rien fait. Aujourd'hui, Gamba et Sotekama sont des zones, on dirait qu'il n'y a jamais eu une exploitation de pétrole là-bas. Et c'est le même cas pour Port-Gentil. Ce sont des zones là où on exploite le pétrole à foison, mais la population ne bénéficie absolument pas. Les gens vivent dans la pauvreté et ça ne dérange pas apparemment les autorités. Jusqu'à un niveau là où il y a de la pollution, parce qu'il y a eu un scandale avec Total, là où on a découvert des gisements de pétrole laissés qui ont coulé dans des rivières qui ont pollué en fait la nature. Les villageois étaient obligés de partir de ces zones parce que ça devenait dangereux. Respirer du pétrole matin, midi, soir, c'est dangereux, c'est nocif, c'est un produit assez chimique. Et quand j'essaie d'expliquer ça à certaines personnes que quand vous regardez, des sociétés comme Elf Gabon, comme Total, ils passent leur temps à exploiter juste les ressources, mais à ne rien créer. Et Omar Bongo, ça n'avait pas l'air de le déranger, vu que lui-même, apparemment, il avait un certain pourcentage qu'il touchait, que la famille Bongo touchait dans l'exploitation de pétrole. Ce qui est complètement ahurissant. C'est pas normal en fait, c'est vraiment pas normal. Et lors de son règne, il y a eu des morts très brutales. Il y a eu des morts, des gens qui se sont fait tuer parce que c'était des amants de sa femme. Donc, il ne supportait pas, il les faisait tuer. Mais, genre, il y a une période là où je me dis qu'il se disait peut-être intouchable. Mais après, il faut revenir à la réalité. Tu ne prends pas soin de ton peuple. Il ne faut pas t'attendre à ce que tu puisses être adulé comme un roi matin, midi, soir. Et n'oublions pas aussi l'exploitation de nos mamans dans les groupes d'animation. Ça, franchement, c'est scandaleux. Faire danser des femmes, des gens, pour toi, et faire tourner les reins à des mamans qui ont des enfants, juste pour avoir un peu de panne, juste pour avoir un peu de la nourriture, juste pour avoir un petit 5 000, petit 10 000. C'est super ravissant. C'est prendre vraiment sa population pour des moins que rien. J'insiste, parce que c'est un truc que lui, il a instauré. Il faut en sorte que les Gabonais, quand ils viennent à un meeting, c'est pour prendre les pagnes, c'est pour prendre des 5 000, c'est pour prendre des petits kits, comme si après ça, leur vie allait changer. C'est super insultant. C'est super, c'est vraiment prendre sa population pour du n'importe quoi. Peut-être que quand vous allez m'écouter parler, je vais vous dire que j'ai un problème avec Omar Bongo. Je n'ai aucun problème avec lui, sauf que je me dis... c'est vraiment vers les dernières années de son règne qu'il a pris conscience que il n'a pas fait grand chose pour le peuple gabonais. Et c'est dommage parce que avec le boom pétrolier qu'on a pu avoir, il était vraiment mieux de maximiser sur les infrastructures, sur l'éducation. Mais vraiment, ça n'a pas été ça. C'était plus pour lui un moyen de s'enrichir, de pouvoir acheter des maisons à Paris, d'envoyer de l'argent à ses diverses maîtresses. Franchement, c'était du n'importe quoi, excusez-moi. C'est vrai que oui, c'était un homme assez sage sur le continent. On venait prendre des conseils avec lui, patati patata, mais n'oublions pas aussi, il faut être réaliste. Quand on fait le bilan, quand même, on se rend compte qu'il a bien profité de l'argent, mais les Gabonais n'ont pas profité. Je pense que oui, c'est la fin. J'avais prévu de faire un épisode sur Ali Bongo, mais je ne trouve pas la nécessité dans le don. Pourquoi je ne trouve plus la nécessité? C'est parce que je me dis, nous sommes de la génération, on a été gouverné par Ali Bongo. On ne va pas revenir sur tout ce qu'il a eu à faire. Je vois c'est un peu comme une perte de temps, tout simplement. Parce que je pense que avec tous les récents événements, on a déjà eu beaucoup de gens ont déjà eu l'histoire d'Ali Bongo. On ne va pas revenir sur le fait que il a détenu de l'argent, il avait comment on appelle ça, une collection de voitures. Genre, je me dis, on va pas encore revenir sur ça parce que franchement, c'est tellement récent que ça va. On va pas en parler. Mais juste parler de deux, trois trucs qui concerne quand même Ali Bongo, c'est le fait qu'il n'a jamais gagné une élection. Et en 2016, il y a eu vraiment un massacre de masse. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui n'ont toujours pas retrouvé leurs parents. Il y a des personnes qui, malheureusement, ont perdu des membres et qui sont partis devant des tribunaux pour essayer de porter plainte. Rien.
Et on peut aussi constater que lors du règne d'Ali Bongo, il y a eu vraiment une multiplication de problèmes. C'est vrai qu'il y avait déjà des problèmes, mais c'est devenu encore plus flagrant. Dans le sens où, franchement, au début, tout le monde pensait qu'il allait venir faire changer les choses. Mais après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Quand il titubait juste pour nous donner des chiffres, pourquoi les logements ne sont pas construits, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à décoller. La preuve en est que lui, il était juste aussi venu pour s'enrichir. Et puis voilà quoi. Et aussi le fait que lors de son arrivée au pouvoir, n'oublions pas que c'est aussi le fils d'Omar Bongo. Donc ça devait une affaire de dynastie. Vu que de toutes les manières, sa femme avait aussi prévu de mettre son fils Nordin. En tout cas, Ali Bongo, franchement, son règne, j'ai pas envie de m'étaler sur ça. Nous sommes de cette génération, on a vu ce qu'il a eu à faire, on a vu que c'était pas un enfant de cœur, on a vu toutes les exaltations qu'il a eu à causer et comment il a terminé aujourd'hui. Donc, je ne vois pas tellement l'utilité de faire une vidéo, un épisode sur lui. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, n'oublions pas que tout est politisé. Tout absolument est politisé. Il faut arrêter de vous dire que non, je ne suis pas un politicien. Tout est politisé dans ce monde. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. Bisous, bisous.